Sachez que j'ai battu un record personnel, la hype est totalement méritée. Ça a été clairement déception sur déception, je me suis emballée sur un truc qui n'existait pas du tout. Celui-ci, je l'ai noté 1,5 sur 5. Oh mon dieu, mais c'est horrible comme histoire. J'ai pas compris les raisons, mais en fait, Liz Stamford, c'est un peu comme une drogue. C'est assez facile de deviner, c'est facile. Hello les amis, et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture depuis le début d'année. Initialement, c'est une vidéo que je voulais faire vraiment tous les 2 mois pour vous faire des updates assez réguliers. Mais il s'avère que le temps est passé tellement vite et j'ai été prise un petit peu de court que j'ai vraiment pas eu le temps de vous faire un update sur les 2 premiers mois. Donc écoutez, j'en profite pour vous faire mon bilan sur ces 4 premiers mois de l'année. Depuis janvier, j'ai donc lu 13 romans sur un objectif de 30. Pour tout vous dire, j'ai plutôt bien commencé le début d'année, mais là, sur les 2 derniers mois, ça a été un petit peu compliqué et assez catastrophique. Je vous expliquerai pourquoi au fur et à mesure de la vidéo, mais écoutez, on est parti pour le premier update lecture de cette année 2026. Pour certains romans, je vous ai fait des vlogs lecture, donc j'essaierai de passer quand même assez brièvement sur ces histoires, et pour les autres, on est parti pour des updates assez détaillés. Je ne sais pas encore si la vidéo sera longue ou pas. Ce sera la surprise du chef, en tout cas j'espère que vous passerez un bon moment de visionnage. J'ai commencé 2026 sur un très bon rythme, étant donné que j'ai lu 5 romans, et ils sont juste ici. Mes 2 premières lectures de ce début d'année, je les ai lues en vlog lecture avec vous, et dans ce vlog on partait en plus de ça à Copenhague. J'ai adoré tourner ce vlog et j'étais tellement ravie de vous partager un petit peu plus que la lecture. Pour ces 2 romans, je vais donc essayer de vous faire des avis un peu plus express, même si me connaissant je sais très bien que je vais un petit peu trop parler. Si je devais choisir ma meilleure lecture de janvier, c'est sans aucun doute La femme de ménage, donc le tome 1 de Freida McFadden. Je sais qu'il y en a pour qui la hype prend totalement et le fait de voir un roman partout donne extrêmement envie, et il y a l'autre team qui est là en mode j'en peux plus de voir les romans de cette autrice, vraiment faut que ça cesse. Pour ceux faisant partie de la seconde team, je suis navrée, mais vraiment ce roman vaut totalement sa hype, je l'ai absolument adoré. Si je ne dis pas de bêtises, c'est vraiment le premier thriller que je lis, ou alors j'ai lu des thrillers il y a bien longtemps et ça m'a pas du tout marqué. Je pense que comme moi, si vous êtes novice et que vous avez envie de découvrir de nouveaux genres, c'est vraiment le roman parfait à découvrir. Je pense que ce qui rend ce roman aussi particulier, c'est vraiment cette écriture slash traduction qui est mais d'une fluidité complètement folle. On ne voit pas du tout les pages passer, on les enchaîne, les phrases sont simples à lire, on n'est pas sur de la poésie, des tournures de phrases vraiment très recherchées, c'est vraiment très simple et c'est ce qui, je pense, accroche autant un lecteur. Ce roman, je trouve qu'il est assez fascinant, c'est-à-dire que tout le monde le connaît, tout le monde en parle. Il y a beaucoup de gens qui ne lisaient pas ou alors qui n'aiment pas lire, qui ont lu ce roman et qui depuis adorent, et je me dis mais elle est vraiment trop forte, et d'un côté je peux comprendre. Le récit, il est super addictif, notamment par rapport à la plume, mais aussi par rapport aux chapitres qui sont extrêmement courts, donc on est sans cesse dans l'envie d'en savoir plus. Et puis on a une intrigue qui vraiment nous tient en haleine. Le prologue nous pose les bases, on sait qu'il s'est passé quelque chose, et puis après petit à petit, on va remonter le temps. La première partie, elle est assez introductive, elle finit quand même sur une phrase assez choc, et dès qu'on entame la seconde partie, on est là en mode mais what? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vraiment, le plot twist, je ne l'ai pas du tout vu venir. Je suis tellement heureuse de ne pas m'être fait spoiler, j'ai pu vraiment vivre le roman à 100% et c'était absolument fabuleux. Je l'ai totalement adoré, je l'ai noté 5 sur 5 et pour moi la hype est totalement méritée. Si comme moi vous avez un peu envie de sortir de votre zone de confort qu'est la romance et que vous avez envie de découvrir les thrillers, je pense vraiment que c'est le roman parfait à découvrir. En tout cas pour ma part, il en vaut totalement la peine. Heureusement que je vous ai dit avis bref, là je vois, je me suis encore déjà emballée, mais en même temps je l'ai tellement adoré et je trouve qu'il vaut vraiment sa hype que voilà, je m'emballe. Deuxième roman lu dans le fameux vlog, c'est Fallen Majesty. Ce tome-ci, j'y allais un petit peu à reculons, mais j'avoue, le fait d'avoir été à Copenhague, dans un pays du Nord, ça m'a énormément motivée à sortir cette histoire. J'avais vraiment envie de prolonger mon voyage et à mon sens, c'était vraiment le roman parfait. Depuis le début, je sais que des 3 tomes, ça allait être celui que j'allais le moins préférer. Mais pour tout vous dire, quand je l'ai commencé, j'ai été très agréablement surprise parce que j'accrochais plutôt bien à l'histoire, j'étais assez intriguée. Et ce sentiment a persisté jusqu'à la page 150 et puis petit à petit j'ai commencé à m'ennuyer, à trouver le récit extrêmement long. Dans cette histoire, on est du coup dans le milieu de la royauté avec Callum qui est l'héritier du royaume de Suède. Lui, il est prêt pour ce rôle depuis des années et il n'attend qu'une chose, c'est que son père abdique pour pouvoir prendre sa place. Cependant, avant que son père accepte de lui laisser le rôle, il va lui dire écoute mon fils, il va falloir que tu me montres que tu es prêt à devenir roi et surtout capable de faire prospérer le pays. Donc Callum se dit qu'un mariage avec un grand parti de l'Europe pourrait être vraiment la bonne idée. Le problème, c'est que Callum s'est promis que plus personne n'aurait accès à son cœur. En parallèle, on va donc suivre la princesse Astoria, c'est la princesse du Liechtenstein. Depuis sa naissance, elle est promise à un homme. Malheureusement, quand Astoria va rencontrer son futur époux, elle va sentir que c'est un homme qui n'est pas fait pour elle et tout ce qu'elle souhaite, c'est fuir cette union. Et sa seule issue, ça serait de trouver quelqu'un qui pourrait être quand même plus intéressant que la personne qu'elle doit marier. Comme ça, ses parents n'auraient rien du tout à redire et ne pourraient pas du tout s'opposer à cette nouvelle union.
L'idée est donc de trouver un homme qui va la sauver de ce mariage, mais qui va aussi parvenir à sauver son royaume. Tous les deux vont donc pouvoir potentiellement trouver un accord commun, même s'ils s'avèrent meilleurs ennemis. On se demande si leur accord marquera-t-il l'avènement d'un roi ou la déchéance d'un prince. Mon principal problème dans cette histoire, c'est que moi, quand je lis le résumé, en fait, c'est indéniable qu'ils vont se marier. Je vois pas à quel point c'est une intrigue au récit. Et en fait, ce volet fiançailles n'intervient que très tardivement dans l'histoire. Vraiment, on met pour moi trop de temps à l'évoquer. Le mariage, il n'intervient qu'au milieu du roman. Et en fait, j'étais là en mode, mais c'est trop long. Je me répète, mais pour moi, c'est tellement évident qu'ils vont se marier qu'en fait, j'ai pas compris forcément cette perte de temps sur le fait de est-ce qu'on se marie, est-ce qu'on se marie pas, qu'est-ce qu'on fait pas. Du coup, malheureusement, je me suis très vite ennuyée dans l'histoire. Et en fait, j'ai trouvé que le mariage manquait vraiment d'enjeu dans l'histoire. Je m'attendais vraiment à ce qu'on soit dans un fake dating. Et en fait, pas du tout. Je pense que j'ai fait fausse route, mais c'est vrai que je m'attendais à ce que l'histoire soit tournée sur le fait que tous les deux vont se marier, ils ont des intérêts communs, mais forcément pour que leur mariage soit crédible, faut quand même qu'ils travaillent dessus, sur justement l'affection, mais qu'ils ont pas parce qu'ils sont considérés comme meilleurs ennemis. Mon fake dating, il a pas vraiment existé, je l'ai vraiment rêvé, et ça du coup je m'en veux un peu parce que je pense que je me suis emballée sur un truc qui n'existait pas du tout. Imaginez au final, c'est que pour moi le roman il est trop long, ça manque d'enjeu, il se passe pas forcément grand chose. Ça fait je crois 2 fois que je vous parle de meilleurs ennemis, mais attention, c'est comment c'est formulé dans l'histoire, parce que pour moi c'est pas du tout un enemies to lovers. Je trouve ça tellement dommage de l'avoir vendu comme ça et de même écrire comme quoi ils sont meilleurs ennemis, parce qu'on n'est vraiment pas sur 2 personnes qui peuvent pas se piffrer. Ce sont 2 personnes qui sont dans un même groupe d'amis mais qui en fait ont beaucoup de chamaillerie l'un envers l'autre. Pour ma part, quand je pense à un ennemi, je me dis c'est vraiment quelqu'un que je ne peux pas piffrer, et pour des raisons vraiment très précises. Si j'ai eu du mal avec le personnage d'Astoria, que j'ai trouvé très ingrat envers le personnage de Callum, je trouve que lui il se plie en 7 pour justement répondre à ses demandes. Clairement elle gagne plus que lui il n'a à gagner. Je trouve qu'au final lui il est plus perdant qu'autre chose dans cette histoire. Et pour autant, je trouve qu'elle a pas été forcément très sympa avec lui. J'ai eu un petit peu de mal avec ça, je l'avoue. On a aussi un certain suspense sur un volet de l'histoire. Et je dois dire que quand on a eu la révélation, j'étais en mode je sais pas trop quoi en penser. Je suis pas sûre que ça m'ait convaincue, pour être tout à fait honnête. En plus de ça, malheureusement, je n'ai pas du tout aimé la crise des 80% que j'ai trouvée inintéressante. C'est vraiment l'exemple typique de la crise des 80% que je n'aime pas, qui n'apporte rien à l'histoire. On est sur un manque cruel de communication, une résolution en à peine quelques pages, quelques chapitres. Et pour moi, ça manque totalement de crédibilité, donc malheureusement, je suis ressortie très frustrée de cette histoire. Malgré tout, je suis quand même très curieuse de découvrir le tome 3, même si j'avoue que j'ai quand même quelques petites appréhensions parce que j'ai vu des avis assez mitigés. Il y en a qui ont adoré, il y en a qui n'ont pas du tout aimé. Pour être tout à fait honnête, j'espère aimer. En tout cas, je vous tiendrai au courant, mais j'espère le lire très bientôt parce que je l'ai acheté début d'année et puis j'aimerais bien clôturer la saga. J'ai poursuivi avec une lecture très sympa, et c'est Brûlé corps et âme par Emma Berthet. C'est l'autrice qui a remporté le prix de la révélation New Romance 2025. C'était un concours qui était sur Fixia et j'adore cette couverture que je trouve vraiment trop jolie. À tous les lecteurs qui aiment les romances psychologiques, j'ai la romance qu'il vous faut. Dans cette histoire, on suit 2 grands brûlés. En effet, on a Carter qui est un sapeur-pompier de New York et qui va voir son monde s'effondrer lors d'une intervention où il va ressortir grièvement blessé. Le lendemain, à son réveil, il est totalement méconnaissable et en plus de ça, il porte sur lui une certaine culpabilité en raison de ce qui s'est passé cette nuit-là. Et la douleur qui l'anime, c'est pas forcément les séquelles qu'il garde sur son visage, mais c'est aussi ces séquelles qui sont internes. Parallèle, on suit le personnage de Brie qui a survécu à un incendie il y a 3 ans de ça et depuis, elle tente de se relever. Afin de franchir un nouveau cap dans sa guérison, sa psy va lui proposer d'animer un groupe de parole de grands blessés. L'objectif est donc d'aider les victimes à trouver le chemin de la guérison, et c'est à ce moment-là que Carter va débarquer dans le groupe de parole. Et lorsque tous les deux se rencontrent, c'est vraiment une connexion très spéciale qui va se lier entre eux. Ils vont tous les deux se reconnaître dans les douleurs de l'un et l'autre sans avoir dit un seul mot. Entre eux, une réelle amitié va se développer et ils vont devoir faire le choix entre s'enfermer dans le passé ou bien se donner une chance d'avancer. Si vous êtes un adepte des slow burn, des romances psychologiques, des romances qui sont assez doudous, c'est vraiment un roman que je vous conseille. On est vraiment sur une histoire qui prend son temps. Le récit se déroule à peu près sur 3 mois. On est vraiment sur des personnages qui vont prendre le temps de se découvrir, qui vont s'ouvrir vraiment petit à petit. Le volet psychologique est très important. Ce que j'ai beaucoup aimé en fait, c'est de voir que les séquelles les plus difficiles pour ces personnes-là, c'est pas forcément les séquelles physiques avec en effet la peau qui est brûlée, la peau qui est déformée. Non, ce qui est très dur pour eux, c'est vraiment les séquelles profondes qu'ils gardent. J'ai trouvé que c'était extrêmement bien décrit, vraiment on ressent énormément de choses dans cette lecture.
Brice est une jeune femme qui tente vraiment de se reconstruire, elle est très douce, elle est très attentive aux autres, c'est une personne qui essaie vraiment d'être dans le positif, d'avancer, elle tient un podcast. Leur rencontre, elle est vraiment très bouleversante parce que c'est vraiment deux personnes qui vont très vite se comprendre et qui vont surtout se mener vers le haut, et c'est ça que j'ai trouvé absolument magnifique. C'est un roman qui aussi met en avant la santé mentale. On a des personnages qui demandent de l'aide, on les voit parfois qui sont à deux doigts de perdre pied et en fait ils se disent non mais j'ai besoin d'aide, en fait j'en ai besoin sinon je vais pas y arriver. Et ça peut sembler bizarre ce que je vais dire, mais j'ai trouvé que c'était comme si on libérait la parole sur le fait que demander de l'aide c'est vraiment justement preuve d'un grand courage, preuve d'un énorme pas en avant pour justement tenter de surmonter ces traumatismes, et ça j'ai trouvé ça absolument magnifique. Les deux ils sont pas du tout au même stade de l'accident. Pour Carter c'est tout récent, pour Brice ça fait déjà 3 ans que ça s'est déroulé. Les circonstances sont aussi très différentes. Carter c'était dans le cadre professionnel, pour Brice c'était à titre personnel lorsque c'est arrivé. Et pour autant tous les deux vont beaucoup se comprendre, tous les deux vont beaucoup échanger sur leur expérience, et c'est ça que j'ai trouvé très très beau, c'est que c'est vraiment un récit que je trouve profond, touchant et très humain. Les personnages, ils souffrent très clairement, c'est très difficile pour eux et je trouve qu'on minimise pas tout ce qu'ils peuvent ressentir. L'autrice parvient vraiment à exprimer leur mal-être, leur souffrance qu'ils ressentent vraiment au plus profond d'eux, et c'est pour ça que je trouve que l'autrice a fait un travail immense et que vraiment on est pris dans le récit et on ressent tout ce qu'ils ressentent en fait. C'est un roman qui met en avant l'amour mais aussi le volet personnel, c'est-à-dire que certes tous les deux ils se sont beaucoup apportés, mais on voit qu'il y a surtout un travail qu'ils ont fait avec eux-mêmes. Le déclic pour avancer, il vient d'eux. Ce que je retiendrai de cette histoire, c'est vraiment cette main tendue que tous les deux vont s'apporter l'un et l'autre, mais surtout cette main tendue qu'ils vont demander. Il y a aussi un volet que j'ai trouvé très intéressant, c'est que nos deux protagonistes vont avoir des familles très différentes, qui vont pas du tout avoir réagi de la même manière suite à leur accident. Les comportements sont vraiment très différents et j'ai trouvé que ça nous permettait aussi de voir un peu les différents types de schémas familiaux. Et d'ailleurs sur ce point, j'ai bien aimé le fait que ça finisse pas de manière parfaite, c'est-à-dire que tout le monde ne se pardonne pas par rapport à ce qui s'est passé. Les relations ont changé, il y a eu des séquelles et j'ai adoré le fait que ce soit pas tout beau tout rose ou en mode tout le monde se pardonne. Non, vraiment les personnes ont été blessées, il y a des choses qui sont pas forcément réparables, tout ne se résout pas et c'est ok, l'essentiel c'est d'être le plus heureux possible, et ça j'ai beaucoup aimé comme message. Si vous cherchez un roman avec des rebondissements, je pense que là vous allez être un petit peu déçus parce que c'est un roman qui est tout doux, prend son temps, on n'a pas de grosses révélations, mais c'est vraiment un roman qui nous fait du bien et rien que pour ça je vous le recommande parce que j'ai vraiment passé un très chouette moment avec cette histoire. Là je peux vous dire qu'on va rentrer dans le dur parce qu'après cette lecture j'ai enchaîné mes lectures catastrophique. Ça a été clairement déception sur déception sur déception. On commence avec une duologie que je rêvais de sortir de ma palle depuis très longtemps. Chaque hiver, je me disais, allez, cette année c'est la bonne, et chaque hiver c'était pas la bonne année, mais cette fois-ci j'ai réussi à la sortir. J'ai donc lu la duologie du Marchand de sable par Gaïa Alexia. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a deux couvertures qui se rassemblent et ça fait un papillon au milieu, et je trouve ça hyper beau gosse. Pour autant, dès que l'année sera terminée et que j'aurai fait mon bilan photo, je vendrai ces romans parce que j'ai pas plus d'attache que ça, et au final je souhaite pas forcément les garder dans ma bibliothèque. Je pense que si vous lisez depuis peu, c'est une duologie que vous n'allez pas du tout connaître. Elle est sortie en 2019. Moi j'ai vraiment souvenir de quand il y avait plein de promos dans le métro, etc. Et j'avoue que Gaïa Alexia c'est quand même une autrice assez incontournable, qu'on voyait beaucoup à l'époque sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'elle a fait la saga Adopted Love et qu'elle avait extrêmement bien marché. Et ici c'est quand même la première romantaisie sortie chez Hugo New Romance. On est sur de la mythologie nordique et j'avoue que ça m'intriguait énormément. Je ne me rappelle plus du tout quand je l'ai acheté, comment, où ça, je ne sais plus. Mais en tout cas, elle était dans ma palle depuis des années et il était clairement temps que je la découvre. Malheureusement, je ressors très dubitative de cette histoire et vraiment pas convaincue. Pour faire un petit résumé, dans cette histoire, on va suivre notre protagoniste qui se nomme Nola Note. Et cette jeune femme, elle est tentée toutes les nuits par le marchand de sable, c'est-à-dire que quand elle se réveille, elle se dit mais waouh, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, ce qui fait qu'elle devient insomniaque, elle ne souhaite plus du tout dormir, elle ne veut pas rencontrer cet homme qui hante ses rêves. Pour lutter contre le sommeil, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se plonge à fond dans ses cours de mythologie nordique. C'est une matière qui lui donne du fil à retordre, mais pour fuir cet homme de ses cauchemars, elle est prête à tout. Tant qu'elle est éveillée, tout va bien, mais tout va être un petit peu bousculé le jour où l'homme qui hante ses cauchemars va en fait se retrouver au coin de la rue. Il y a une chose à savoir sur moi, c'est que je ne sais pas abandonner les romans. Je vais toujours au bout pour deux raisons. La première, c'est que je n'aime pas abandonner, j'ai toujours espoir que ça s'améliore. Et de deux, je me sens pas forcément légitime de donner un avis si j'ai pas été au bout de l'histoire. C'est la raison pour laquelle, en tout cas à l'heure où je parle actuellement, vous ne me verrez normalement jamais abandonner de roman. Je préfère vraiment toujours aller au bout. Et donc je suis allée au bout
de la duologie, donc je suis plutôt quand même fière de moi. Je pense que pour les gens qui ont l'abandon facile des romans, le tome 1 il peut très vite s'abandonner, c'est-à-dire que vraiment c'est des petites histoires. Vraiment les 2 tomes, dites-vous, ils font 600 pages, donc vraiment c'est pas gros du tout, c'est tout petit au final. Ce début de roman il est très perturbant et je dois dire que personnellement j'ai eu du mal à me mettre dedans. Dans le début de ce récit, clairement on est comme notre protagoniste, c'est-à-dire qu'on est perdu. On ne comprend absolument rien à ce qui nous arrive, on a l'impression d'être folle. Quand on se réveille, ça semble tellement réel qu'on se dit mais attends, je rêve, je deviens folle, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et c'est vrai qu'on sait pas trop où est-ce qu'on va aller, donc c'est un petit peu perturbant quand même. La chose que j'ai le plus aimé dans cette duologie, et c'est vraiment ce que je tiens à mettre en avant dès le début, c'est ce côté mythologie nordique qui était vraiment très sympa. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on mette en avant justement cette mythologie. On est tout le temps dans la mythologie grecque généralement. Je ne compte même plus le nombre de réécritures qu'il y a eu avec la mythologie grecque, et là du coup je trouve que ça met un petit vent de fraîcheur. Ce chouette, c'est qu'à la fin du récit, on a quelques éléments du mythe nordique. On a pas mal d'informations sur les dieux, sur les personnages, les créatures mythologiques, et aussi sur la géographie des mondes. Mais c'est vrai que le fait que ce soit à la fin, je trouve des fois c'était un petit peu perturbant parce qu'à chaque fois il fallait aller regarder pour voir de quoi on parlait. Je pense que ça aurait été bien aussi peut-être de faire des notes de bas de page, ça aurait été peut-être plus simple dans la lecture. Je dis ça mais c'est juste une appréciation du lecteur, donc voilà, ça c'est juste ma petite parenthèse à moi. Mais du coup j'ai quand même aimé qu'on aborde cette mythologie. Moi les seules références que j'ai c'est par rapport au Marvel Thor, donc dès que j'avais une référence j'étais en mode ah oui je vois, grâce à Marvel c'est bon, j'ai la ref. Pour autant j'ai quand même appris pas mal de choses sur les créatures, les dieux, etc. Donc c'était plutôt chouette. Mais je vous avoue que c'est vraiment la seule chose que j'ai vraiment appréciée dans la duologie, parce qu'excepté ça, je trouve du coup le début du récit un peu trop long, ça met du temps à se mettre en place. On a par la suite du coup quelques révélations, mais je trouve que ça reste quand même assez timide. Après forcément c'est une duologie, donc je me doutais bien qu'on aurait plus de révélations par la suite. La seconde partie est quand même bien plus intéressante que la première à mon sens. On aborde déjà ce côté relation amoureuse. Alors c'est très particulier parce que vraiment il y a un contexte du pourquoi, du comment, on va dire c'est si intense, mais j'avoue que je me suis sentie tellement en retrait que j'ai pas du tout su être réceptive à leur histoire. Pour moi ça allait beaucoup trop vite et ça m'a pas permis de ressentir l'intensité de leur relation. Je vous avoue que j'avais hâte de finir le tome 1 parce que je voulais vraiment savoir quelle était la grosse révélation, et là je reste hyper déçue parce que je trouve que la fin du tome 1 elle est pas du tout au niveau de mes attentes. C'est-à-dire que je m'attendais vraiment à une phrase choc qui te donne envie de courir sur le tome 2 et en fait pas du tout. On est juste sur en mode ah oui, je me rappelle. Et voilà. Elle nous dit pas ce dont elle se rappelle, le pourquoi du comment. Non, pas du tout. Il faut ouvrir le tome 2 et je crois aller au 2e, 3e chapitre pour avoir la fameuse révélation. Et j'étais en mode non mais là faut me donner un peu de quoi grignoter là, parce que là je suis restée sur ma faim totale. Malgré tout j'ai foncé sur le tome 2, mais c'est vraiment parce que je savais que si je ne lisais pas maintenant, je n'allais clairement jamais le lire, donc c'était pas du tout l'objectif. Je me suis donc mise sur ce tome 2 et malheureusement je l'ai vraiment pas apprécié. Pour vous donner une idée, celui-ci je l'ai noté 3 sur 5, mais en vrai peut-être plus 2,5 sur 5 quand même quand j'y repense. Celui-ci je l'ai noté 1,5 sur 5. Alors je sais que c'est très méchant dit comme ça. Sachez que je ne prends aucun plaisir à mettre des notes comme celle-ci au roman. Malheureusement c'est vraiment une lecture avec laquelle j'ai pas accroché, j'ai vraiment pas passé un bon moment. Et comme je ne sais pas abandonner, je me force à lire. Et quand vous forcez et que vous n'appréciez pas la chose, c'est un petit peu compliqué d'en ressortir très enjoué. Ce tome-ci il est quand même plus axé romance, mais ce qui m'a dérangé c'est qu'en fait j'ai pas du tout été réceptive à l'histoire. Leur histoire elle est intense. C'est comme si on me la décrivait mais que j'avais pas eu les images me permettant de ressentir l'intensité de l'histoire. Du coup j'étais très en retrait, je comprenais pas forcément cet amour si fort qui les unissait. Forcément, comme on a eu des révélations, c'est un roman avec certains enjeux, mais justement pour moi, le problème de cette histoire, c'est que c'est un roman qui manque cruellement d'enjeux. Tout est trop facile, dès l'instant où ils ont des complications, ça se résout mais très rapidement, et en fait on n'a même pas le temps de stresser entre guillemets, à se dire oh là là, vont-ils réussir, vont-ils pas réussir? Non, en fait on sait très bien qu'ils vont réussir parce que déjà bon, c'est de la romance, c'est rare que ça finisse mal, mais c'est vrai que là on n'a même pas le temps en fait d'avoir un petit peu de montée de stress, de se dire oh là là, c'est chaud pour eux en vrai. Non, du tout. Malheureusement j'ai trouvé le roman beaucoup trop simple, ça manquait cruellement d'enjeux, tout était simple en fait pour qu'ils parviennent à leur objectif, et du coup je suis ressortie assez déçue de l'histoire. Le protagoniste c'est donc le marchand de sable, et c'est vrai que j'ai eu du mal avec sa possessivité, il m'a mis un peu mal à l'aise, c'est vraiment le type de protagoniste que j'apprécie plus. Autant quand j'étais plus jeune je pense que j'aurais potentiellement pu apprécier, mais j'ai pas forcément aimé son caractère, ce qui m'a malheureusement fait encore moins aimer la romance. Donc je suis la première trop triste à vous dire ça, mais pour moi cette duologie c'est un petit flop. Et j'en suis trop triste, je me console en me disant qu'au moins j'ai sorti une relique de ma palle, et ça me rend heureuse. Malheureusement on peut pas accrocher à tous les récits, et je pense que peut-être que si je l'avais lu avant,
avant, j'aurais un peu mieux apprécié. Mais la vérité c'est que maintenant je suis devenue intransigeante et que je suis trop chiante. Tout ça c'était donc mes lectures de janvier. Maintenant je vous présente mes lectures de février qui sont juste ici et j'en ai lu 4. Pour être tout à fait honnête, après ces lectures assez décevantes, j'étais en mode oh là là, par pitié que je tombe sur un roman qui me plaise, un roman que je vais trouver addictif, et mon dieu ça s'est très mal passé. Je vais pas mentir, le début d'année il a été assez rude. J'étais là en mode mais c'est pas possible, clairement j'enchaîne les déceptions, mais sortez-moi de ce cercle infernal. Ma première lecture de février ça a été Drive de Kate Stewart. Il est sorti aux éditions Chatterley et c'est un roman que j'ai pu recevoir puisque j'avais postulé sur Glyph pour recevoir le roman. J'ai été tirée au sort et en échange, ce que je devais faire, c'était de poster une chronique sur tous mes réseaux. Pour tout vous dire, c'est un roman qui m'intriguait pas mal. J'avais vu quelques avis sur les réseaux en mode mais c'est trop bien, le triangle amoureux est fabuleux, ça avait l'air vraiment trop bien. Donc moi, je suis quand même assez influençable. Donc je me dis, c'est une manière de découvrir l'histoire. Vas-y, tente ta chance. Pour tout vous dire, je pense qu'en fait, j'ai fait fausse route avec cette histoire, un peu comme avec Fallen Majesty. Je vous fais le résumé et après je vous dis ce que moi j'attendais de l'histoire vs la réalité. Dans cette histoire, on suit donc Stella qui est au sommet de sa carrière de journaliste musicale. Elle vit clairement la vie qu'elle a toujours imaginée. Elle a trouvé son tempo, son rythme de vie. Enfin ça, c'est ce qu'elle croyait jusqu'à ce qu'elle reçoive un appel de sa meilleure amie qui lui dit « Écoute, faut que je te dise un truc, je suis à son mariage. » Stella lui dit « Attends, quel mariage ? Je suis à son mariage. Je suis désolée, mais je me suis retrouvée à son mariage. » Suite à cet appel, Stella va donc abandonner son vol et elle va décider de rentrer chez elle en faisant le trajet en voiture. Ce qui représente 2 jours de trajet et ce qu'elle va faire, c'est mettre une playlist qui va un peu retracer sa vie. Et pourtant, comment choisir sa chanson préférée? Surtout quand on est amoureuse de la mélodie d'un homme, mais des paroles d'un autre. La durée moyenne d'un morceau est de 3 minutes et demie, un temps suffisant pour plonger dans son passé. Est-on sûr de toujours faire les bons choix? Pour être tout à fait honnête, déjà moi quand je lis le résumé, je me dis oh my god, elle est en couple avec l'un des mecs et en fait ce qui se passe c'est qu'elle regrette d'avoir pris ce mec et en fait elle se dit ben non en fait c'est de l'autre dont je suis amoureuse. Et je me suis dit oh mon dieu mais c'est horrible comme histoire parce qu'elle va se dire j'ai pas fait le bon choix. En fait je me rends compte que ce mec qui s'apprête à s'engager, c'est lui que je veux. Et la fameuse phrase, surtout quand on est amoureuse de la mélodie d'un homme mais des paroles d'un autre, je me suis dit oh my god, on va être sur un schéma où en gros elle est soit tombée amoureuse du chanteur, bah du coup celui qui chante les paroles, et en fait celui qui les écrit c'est l'autre mec dont elle est amoureuse. Donc moi j'étais en mode oh la dualité de fou. En fait sachez que bah pas du tout. Donc vraiment je ne sais pas si c'est moi qui suis juste conne et qui comprend mal le résumé, mais clairement l'histoire c'est pas du tout ça. Pour moi la véritable histoire c'est Stella qui en fait va habiter avec sa sœur et son copain. Il faut qu'elle se fasse un peu d'argent avant de partir à l'université, donc elle va cohabiter avec eux et en fait sa sœur a un meilleur copain. Et entre eux, l'ambiance va être un petit peu assez électrique au début, ils vont pas forcément bien s'entendre, mais allez savoir le pourquoi du comment, ils vont un jour se rapprocher et entre eux va naître une certaine idylle. Une chose importante à savoir, c'est que Stella, elle, ce qu'elle rêve, c'est de faire carrière dans le journalisme musical et elle va donc tenter de trouver des stages, de quoi se faire des expériences et un jour, elle va trouver une opportunité. Pour tout vous dire, elle va clairement forcer pour avoir cette opportunité. Franchement, la meuf, elle a un sacré toupet et là-bas, elle va faire la rencontre d'un second tome. Je ne vais pas vous en dire plus parce que pour moi sinon c'est un peu gâcher une partie de l'histoire, mais cette lecture elle m'a grave frustrée parce qu'en fait pour moi je m'attendais à un triangle amoureux. Je sais que les triangles amoureux il y a vraiment 2 types. Il y a ceux qui adorent ça et il y a ceux qui détestent ça et vraiment je peux comprendre. J'avoue que personnellement j'aime bien les triangles amoureux parce que je trouve que ça apporte une certaine tension, une certaine électricité. Le fait d'être un peu tiraillé entre 2 personnes, ben, je trouve ça fou. Si demain ça venait à m'arriver, je pense que je pleure parce que je suis en mode oh non ma vie c'est vraiment trop de la merde, comment je fais? Mais j'avoue je trouve ça plutôt plaisant dans les romans et ici vraiment c'est ce à quoi je m'attendais. Bon déjà je suis pas partie sur le bon schéma de mec, mais malheureusement en fait le triangle amoureux il n'existe pas du tout. Stella elle est amoureuse de l'un des deux et en fait bah pour moi on voit qu'elle est toujours et tout le temps amoureuse de ce même mec, même quand ils en viennent à se séparer. Et du coup c'est vrai que par rapport à la fin j'étais en mode oh là là mais du coup attends, vu que dans le roman elle est sortie avec lui, ce qu'elle regrette c'est lui ou c'est lui? Et du coup j'avais tellement hâte d'arriver à la fin pour voir quel allait être le fin mot de l'histoire. Et en fait je vous avoue que j'ai pas compris l'histoire parce qu'en fait on refait du coup le schéma de sa vie. Donc on voit pour moi l'homme dont elle est vraiment amoureuse. Et pour être tout à fait honnête, j'ai pas compris sa réaction par rapport au mec qui se marie. En fait, qu'est-ce que ça peut te faire vu comment tu nous retraces ta vie, vu comment du coup on est à ta période actuelle. En fait, j'arrive pas à comprendre. Le récit, il a quand même un côté très intriguant parce qu'on se dit oh là là, mais comment on va en arriver à cette fin où clairement elle se refait le schéma de sa vie et elle se dit est-ce que j'ai fait le bon choix? Et d'un côté, j'étais hyper stressée parce que j'étais en mode mon dieu, j'aimerais pas vivre cette situation. Mais en fait, j'avoue que je comprends pas forcément le résumé parce que pour moi, Stella, elle a pas forcément de regrets quand on lit
toute son histoire. À mon sens, c'est tellement limpide de celui qu'elle aime, celui qu'elle n'apprécie pas. Et puis je trouve que comme il y a une relation qui, à mon sens, n'existe quasi pas ou qu'on n'a quasi pas exploité, au final, j'ai pas réussi à comprendre pourquoi on nous dit est-on sûr de faire les bons choix? Parce que vraiment, quand on lit le récit, c'est évident que pour elle, elle a fait le bon choix, en tout cas, par rapport à tout ce qu'on lit. On a surtout des chapitres au passé, très peu au présent, donc on en a vraiment quasi pas, je dirais peut-être 3-4 où aller dans sa voiture à écouter ses musiques. Et vous voyez, du coup, je trouve on n'a pas eu ce sentiment de tiraillement, ce fameux questionnement, est-ce que j'ai fait le bon choix? Enfin vraiment, j'ai pas trop compris l'histoire. En fait, je pense que c'est ça le problème. J'ai l'impression de ne pas avoir compris l'histoire. Je vous avoue, quand je l'ai terminée, je me suis dit, mais il y a un tome 2, il y a une suite, je comprends pas, je suis conne ou ça marche comment? Et en toute honnêteté, c'est la première fois que je ressens ça avec une histoire, je suis là en mode, mais what the fuck, mais attends, il me manque des pages là, enfin, j'ai pas compris le résumé. J'ai pas forcément accroché au personnage, surtout, forcément, il y a un des deux mecs que j'ai l'impression de ne pas du tout avoir connu. Enfin, pour moi, vraiment, le pot, c'est un peu une plante verte qui a une toute petite importance dans le récit, mais sinon il n'est pas du tout principal. C'est un roman qui a lieu dans les années 2000, donc il y a beaucoup de références à la pop dans les années 2000. On parle de journalisme, on parle de musique, donc sur ce point c'était quand même assez intéressant, il y avait quand même un côté addictif. Bref, comme vous l'aurez compris, pour moi c'est une déception, mais juste parce que j'ai pas compris le récit. Je me sens très bête de dire ça, mais clairement je pense que c'est ça le problème, c'est que je ne m'attendais pas du tout à ça. Pourtant c'est la première fois de ma vie que clairement je me fais un schéma qui n'a rien à voir avec le résumé et l'histoire. N'ayant pas assez souffert avec mes précédentes lectures, le dieu de la lecture m'a dit écoute, j'ai une bonne nouvelle pour toi, ça va continuer. J'essaie de me consoler en me disant que j'ai sorti 2 reliques de ma palle et ce sont 2 romans poche aux éditions Black Ink. Ces 2 romans, je les ai achetés au festival Black Ink et je crois que c'était en 2023. À chaque fois, je ne sais plus quelle année j'y suis allée, mais en tout cas, ça fait très longtemps qu'ils traînent dans ma palle et il était clairement temps que je les sorte. Avec l'hiver, c'était pour moi la saison parfaite pour les sortir et je pense que je les ai lus au bon moment. Le premier tome, c'est Bad Trip en Alaska par Emma Landas et le spin-off se nomme New Trip en Alaska. Emma Landas, c'est une autrice quand même assez phare chez Black Ink. Elle a pas mal de romans édités chez eux et puis c'est une autrice qui se vend très bien. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai. J'ai l'impression que ces romans contiennent pas mal d'humour et j'avoue, moi j'aime bien rire quand je lis. Donc ça m'intéressait pas mal. Puis le fait qu'elle soit une autrice phare, j'avoue, moi ça m'intrigue. J'avais donc pris la duologie, même si ça en est pas une vu que c'est un tome principal et un spin-off. Et j'ai donc commencé avec Bad Trip en Alaska. Dans cette histoire, on suit Megan qui est à 2 doigts de se faire licencier. Il faut impérativement qu'elle trouve l'excursion parfaite si elle souhaite maintenir son poste dans son agence de voyage. Megan, elle est alaskienne de naissance, donc elle se dit il faut que je retourne sur mes terres, je suis sûre que je vais trouver la petite pépite qui me permettra de maintenir mon job. Et ça, c'était avant qu'elle ne rencontre le pire guide d'Alaska qui se nomme Cal. C'est un homme qui, au premier abord, peut sembler totalement asocial, glacial, mais forcément, c'est un homme qui est plutôt attrayant physiquement. Entre eux, ça va être explosif étant donné qu'ils vont avoir du mal un peu à s'encadrer, notamment Cal va avoir du mal à encadrer Megan. Et autant vous dire que tout laisse à penser que cette pauvre Megan a tout fait pour faire un bad trip en Alaska. J'avoue que le résumé, je le trouvais plutôt attrayant, ça avait l'air d'être assez drôle. J'étais en mode, allons-y, testons. Quand j'ai commencé le récit, j'étais en mode, c'est pas mal, je pense que ça va être bien triste parce qu'on apprend très vite le drame qu'a connu Cal. Un drame absolument bouleversant qui a totalement changé sa vie, totalement changé sa personne et on comprend très vite en fait pourquoi c'est quelqu'un qui est assez glacial, qui habite dans la forêt avec uniquement son chien, qui cherche à n'avoir aucun contact avec le monde extérieur. Dès les premières pages, j'ai été attendrie parce que je me suis dit ah ouais non vraiment je ne peux qu'avoir de l'empathie pour cet homme et ce qu'il a connu. Malheureusement très vite j'ai commencé à ressentir des longueurs dans le récit, c'est-à-dire que c'est un petit livre qui fait quand même quasi 440 pages et en fait ce que je reproche principalement à l'histoire, c'est que sur toutes ces pages, il se passe à peine une semaine. Page 200, il s'est à peine passé 48 heures. Et je dois dire que j'ai commencé un petit peu à m'inquiéter sur la gestion de la relation amoureuse parce que je me suis dit, mon Dieu, comment on va pouvoir créer quelque chose étant donné qu'elle est censée venir pour très peu de jours, que sur ces 200 pages qui représentent 48 heures, ils ne peuvent pas du tout se piffrer, l'ambiance est absolument exécrable. Et puis surtout, lui, il faut tenir compte de son passé très traumatisant. Comment une relation amoureuse va pouvoir naître entre les deux. Quand je vous dis que Cal il a connu un drame, c'est un vrai drame, c'est pas juste un petit truc, c'est vraiment horrible ce qu'il a vécu. Et pour moi le volet psychologique en fait il est tellement gros qu'on peut pas créer une relation au bout d'une semaine, j'y crois pas du tout. Je sais que certains lisent des histoires pour s'évader, ils recherchent pas forcément que ce soit réaliste, de la crédibilité, etc. Personnellement, je suis vraiment la lectrice qui, quand elle lit, elle veut que ce soit crédible, que ce soit réel. Et personnellement, j'ai pas du tout cru en leur histoire un seul instant. Par exemple, le premier baiser arrive trop vite, la scène intime arrive trop vite. Vraiment, tout est trop rapide, tout est
presque trop intense pour le peu de temps qu'ils passent ensemble. Surtout qu'attention, je le répète, mais sur les premiers jours, ils ne peuvent pas s'encadrer. Je ne vois pas à quel moment elle l'a trouvé charmant. Alors certes, il est peut-être beau gosse, mais un mec beau gosse qui est absolument désagréable, pour moi, ça casse tout et ça me donne pas du tout envie de le pécho, quoi. Le fait que tous les deux couchent ensemble pour la première fois alors qu'ils sont sous l'emprise d'alcool, je suis pas très fan, je l'avoue. Moi, Cal, il est clairement alcoolique et ouais, il aurait peut-être dû aller en désintox et j'ai eu du mal à croire à son arrêt de l'alcool du jour au lendemain comme ça. Enfin, c'est peut-être un petit détail pour certains, mais pour moi, c'est vraiment un récit qui manquait vraiment de crédibilité. Par rapport à la psychologie du personnage, pour moi, c'était beaucoup trop lourd pour qu'on aille aussi vite et j'aurais aimé que ça prenne quand même beaucoup plus son temps. À côté de ça, on a quand même une plume qui est assez humoristique. Franchement, il se lisait plutôt bien. J'étais intriguée d'avancer parce qu'on a quand même un petit peu de mystère aussi sur son histoire à Cal. À côté de ça, ce qui était quand même plutôt chouette, c'est que Megan, c'est pas, vous savez, la fille qui vient de la vie, qui est un petit peu chochotte et qui est en mode « Oh non, par pitié, pas ça !» Ici, on a vraiment une Megan qui est aventurière, qui a grandi en Alaska, donc en fait, pour elle, c'est son milieu naturel. Elle est totalement à l'aise à être dans la forêt. Clairement, elle est courageuse, elle se sent à l'aise et je trouve que c'est un schéma qui change et qui était plutôt chouette. J'ai eu un petit peu de mal aussi avec la crise des 80%, mais ça, vous savez, c'est vraiment un sujet très touchy pour moi. J'ai pas forcément aimé le fait que ce soit elle qui revienne vers lui. J'aurais aimé que ce soit l'inverse, que limite il se passe beaucoup plus de temps, que lui se ressaisisse, qu'il ait comme un genre de déclic. Je suis la première à dire que voilà, j'aime quand les personnages se portent vers le haut, et là je dois dire que j'aurais aimé que lui se reprenne en main tout seul. J'aurais aimé que ce soit une prise de conscience où ça y est, lui il se met une claque et il se dit allez ça y est, j'ai assez sombré, il est temps que je me relève, et j'aurais peut-être aimé ouais ce côté psychologique peut-être. Je l'avais noté 3 sur 5, mais en vrai je me dis peut-être 2,5 parce que il y a des choses que j'ai aimées, mais avec du recul, j'en garde pas tant de bons souvenirs que ça et je retiens plus le négatif que le positif. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que celui-ci, je l'ai largement préféré à celui que je m'apprête à vous présenter, qui est du coup New Trip en Alaska. Et pourtant, je suis tellement triste de vous dire ça parce que ce roman, il avait tout pour me plaire. C'est-à-dire qu'on est sur la trope premier amour qui revient des années après, donc il se retrouve. Moi, j'adore ça. C'est vraiment mon péché mignon. Et on suit Peter, qui est du coup le meilleur ami de Cal. Une chose à savoir, c'est que Peter a aussi été impacté par le drame qu'a connu Cal. Je m'attendais quand même à ce qu'il y ait ce fameux volet psychologique, mais autant vous dire que ça n'existait pas du tout dans cette histoire. Pour faire le résumé, on suit Meredith qui s'apprête à faire son enterrement de vie de jeune fille. Elle est fiancée à un homme. Elle est persuadée que ses super copines l'emmènent à Hawaï, mais plot twist, non, il l'emmène en Alaska. Chose qui ne l'enchante absolument pas, étant donné que en Alaska habite du coup Peter, qui est son ex, celui dont elle est tombée amoureuse quand elle était enfant, l'homme aussi qu'elle avait promis d'épouser, et malheureusement l'homme qui l'a contrainte de quitter l'île il y a 3 ans de ça. On apprend très vite que quand Meredith elle est partie de l'Alaska, elle a pas seulement perdu son petit copain, elle a aussi eu des relations très compliquées avec ses parents et notamment sa sœur. Si je dis pas de bêtises, elle est partie à New York et du coup là-bas elle a rencontré de nouvelles copines, elle a rencontré son fiancé. Sa vie est totalement différente de ce qu'elle vivait en Alaska. New York elle est mannequin, là où en Alaska ses parents habitent dans une ferme donc ils s'occupaient des animaux. C'est clairement 2 villes, 2 ambiances différentes qui n'ont absolument rien à voir dans son mode de vie. Encore une fois avec cette histoire j'ai eu beaucoup de mal avec la temporalité. Ici on est à peu près sur une semaine de récit, ouais, une semaine et demie. Ici, on est en 4-5 jours et pour moi, ça, non, j'y crois pas un seul instant. C'est à la fois trop long et trop rapide, c'est-à-dire que là, à la moitié du roman, il s'est seulement passé 24 heures. Vraiment, c'est terrible comme sensation. Je pense que si le roman avait un petit peu traîné en longueur, j'aurais pu être davantage émue. On est face à une protagoniste qui pleure énormément dans le récit. Vraiment, je sais pas pourquoi, mais j'ai tiqué sur le fait que elle pleure, elle pleure, elle pleure. Et j'étais en mode, mais quand est-ce qu'elle cesse de pleurer? Et c'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais totalement en retrait par rapport à l'histoire parce que je n'ai rien ressenti. Mais quand je vous dis rien, j'ai même pas eu les larmes aux yeux. Vraiment, le récit ne m'a rien fait. C'est comme si dans cette histoire, il m'avait manqué certains passages. C'est-à-dire qu'en fait, je ne sais pas à quoi ressemble sa vie à New York. Je ne sais pas non plus à quoi ressemblait sa vie quand elle était en Alaska et quand elle était plus jeune. Du coup, j'ai pas forcément su comprendre qu'est-ce qui lui plaisait, qu'est-ce qui lui plaisait pas dans sa vie. Donc son choix final à la fin, j'étais en mode ok, mais ça me paraît tellement précipité. Je n'ai juste pas compris son personnage parce que pour moi il me manquait trop de pages, trop d'informations en fait sur sa personne et sur sa vie. Là où dans le tome 1, Peter je le trouvais quand même assez attachant, ici je le trouve un petit peu lourd. Je l'ai pas trouvé plus intéressant que ça malheureusement. Par exemple quand on apprend aussi la raison de pourquoi ils se sont séparés quand ils étaient plus jeunes, vraiment j'étais en mode non, non.
On a du coup deux personnages qui se sont pas vus pendant des années, qui vont se retrouver. Et l'avantage, c'est qu'ils parlent quand même assez vite. Donc forcément, au bout de la moitié, ils se sont parlé au bout de 24 heures. Ils ont mis à plat tout ce qui s'est passé, le pourquoi, du comment, etc. Mais pour moi, après, ça va beaucoup trop vite. Et encore une fois, ça va rejoindre ce côté crédibilité et réaliste. Mais moi, je peux pas croire que t'es fiancée à un autre mec dont tu sembles quand même plutôt bien amoureuse, même si toutes tes copines semblent en mode « Oh non, ce mec, il est vraiment naze, etc. Ok, why not ?» D'un coup, tu vas retomber sous le charme de ton ex en même pas 48 heures. Une chose qui m'a vraiment fâchée, c'est qu'on nous fasse passer du coup le fiancé pour un mec méchant. Je pense que c'était pas nécessaire et je pense qu'on aurait pu faire le schéma de c'est un gentil garçon, mais malheureusement mes sentiments et la puissance de mes sentiments ne me font pas autant vibrer que ceux que j'ai pour mon ex. Et malheureusement, j'ai pas envie de continuer dans une relation dans laquelle je ne me sens pas aussi vivante. Vous voyez, moi perso, un discours comme ça, déjà je trouve ça hyper mature, très courageux. Donc on n'a pas forcément besoin de faire passer l'autre pour un méchant et j'aurais tellement préféré cette stratégie-là. J'avoue, j'ai pas été très fan des super copines qui, en gros, de ce que je comprends, n'ont jamais rien dit sur sa relation avec son fiancé, mais qui en fait vont tout faire pour la pousser avec son ex. Enfin, je sais pas, la tromperie, etc. Ça gêne personne. J'ai bien aimé que quand même, elle reconnaisse qu'elle faute. Parce que oui, attention, elle faute du coup forcément, parce qu'il se passe que très peu de temps. Elle faute forcément avec Peter. Et ce que j'ai pas trop aimé, c'est quoi, les copines, je trouve elles sont trop en mode, elles banalisent ça, alors que non, faut pas le banaliser. Heureusement, Meredith s'en veut, elle se blâme pour ça, et c'est normal. Enfin, je veux dire, tu trompes quelqu'un qui t'a rien demandé, enfin, ça coûtait rien d'être honnête. Bref, malheureusement, celui-ci, je ne l'ai vraiment pas apprécié, je l'ai noté 1,5 sur 5. Encore une fois, je ne prends aucun plaisir à noter les romans comme ça, mais malheureusement, je n'ai pas du tout accroché à l'histoire d'amour qui va à la fois beaucoup trop vite et à la fois trop lentement parce qu'il y a trop de pages pour à peine 4 jours. Ici, j'ai moins accroché à la plume, beaucoup moins accroché au personnage. Et c'est malheureusement pour ça que j'ai pas passé un super moment de lecture. Mais comme toujours, si ça vous tente, je vous invite à vous faire votre propre avis. Après ces lectures un petit peu désastreuses, je suis parvenue à remonter la pente. Wouh! En effet, je me suis lancée dans un challenge et j'en ai même fait un vlog lecture dans lequel je poursuis mes sagas en cours. Et j'ai donc poursuivi 3 sagas qui ont toutes les 3 un point commun, ce sont des romances sportives. La première saga poursuivie, on était dans le milieu du basket. La deuxième saga, c'était le milieu de la Formule 1. Et enfin, la troisième saga, c'était aussi dans le milieu du sport automobile, même si c'était clairement pas le sujet principal de l'histoire. Pour ces 3 romans-là, je vais essayer de ne pas m'attarder parce que vraiment, le vlog lecture, je parle tellement de ces livres que là, je pourrais même pas faire mieux dans cette vidéo. Je vais vraiment essayer de vous en parler brièvement, mais je dis essayer parce que pour moi, c'est toujours dur de faire très court en parlant de livres. De mes 3 lectures, ma préférée, ça a été The Right Move. Comme vous le savez ou pas, si vous avez vu les précédentes vidéos, Liz Tomford, elle est vraiment trop forte. Et depuis que j'ai lu les 10 premières pages de My Eye, qui est donc le premier tome de la saga des Windy City, je sais que Liz Tomford, elle va être dans mon top 3 de mes autrices préférées. Avec The Right Move, on est ici dans un fake dating. Tous les deux vont devoir simuler une relation pour s'apporter des intérêts mutuels. Les personnages sont hyper touchants. La relation qu'ils créent est absolument magnifique. Ce que je trouve magique, c'est de voir à quel point tous les deux sont attentifs aux besoins de l'un et l'autre. Leur relation, vraiment, elle vous fait exploser le cœur d'amour. C'est absolument magnifique. Leur relation, elle n'est pas toujours simple. En effet, ils font face à des difficultés, mais pour autant, ils vont quand même tous les deux faire en sorte que ça marche. J'ai sincèrement adoré les découvrir. J'ai passé un tellement bon moment et j'ai trop hâte de poursuivre la saga. Mais d'un côté, j'ai envie de prendre mon temps parce que j'aime tellement. Puis je me dis comment je vais faire quand je serai à jour. Après, ça veut dire qu'il n'y en a plus aucun qui m'attend. Et ça, pour l'instant, je refuse. Et encore une fois, ce tome-ci le confirme. J'ai passé un tellement bon moment. Pour moi, c'est l'incarnation parfaite de tout ce que je recherche désormais en romance. On est sur une romance qui est saine. Des romances qui sont matures, des sujets qui peuvent vraiment me parler à des personnes de mon âge. Les garçons, ce sont des green flags ambulants. C'est vraiment une romance qui à chaque fois prend son temps. On est sur un roman de 640 pages. Alors on peut se dire pour une romance, mais c'est beaucoup trop. Et je peux comprendre les a priori, mais clairement Liz Tomford, encore une fois, elle est trop forte parce que de 1, on voit pas les pages passer, de 2, elle met des scènes qui en fait vous font fondre d'amour et clairement vous avez sans cesse envie d'avoir davantage de ces personnages qui vous fassent du bien au cœur et c'est pour ça que clairement ces romans sont addictifs. L'autrice elle est fascinante parce qu'elle fait qu'on s'attache à ces personnages mais d'une manière tellement forte. En fait Liz Tomford c'est un peu comme une drogue, et une drogue dans le bon sens du terme, vous voyez. Cette saga d'une certaine manière c'est un peu comme La femme de ménage, la réputation n'est pas à refaire, le succès des Windy City il est énorme et c'est totalement mérité et si vous ne l'avez toujours pas lu, mais qu'est-ce que vous attendez? Vraiment, je n'accepterai pas qu'après cette vidéo, vous ne couriez pas acheter la saga. Ensuite, j'ai poursuivi la saga Dirtier de Lauren Asher. C'est le tome avec lequel j'avais le plus d'appréhension et je suis quand même contente parce que, compte tenu de mon ressenti final, je me connais assez bien. Je sais d'ores et déjà que ça va être le tome que je mets en dernière position, mais ça, je le sais depuis le tout début. Je me doutais que ça serait celui que j'allais le moins apprécier.
Globalement, ça a été une bonne lecture, mais en effet, c'est pas du tout mon préféré. On est ici avec une fuck-it list. Sophie a envie un peu de se découvrir, de se challenger, et pour ça, elle va rédiger une fuck-it list, et il s'avère que Liam, un des pilotes, va la découvrir et il va se dire: je suis l'homme qu'il te faut. Liam, c'est une véritable star en Formule 1. Il est connu pour ses talents, mais aussi pour sa réputation de séducteur. Cette année, il se doit d'être irréprochable parce que sa carrière est en jeu. Et ce rabipoché de Sophie n'est peut-être pas la meilleure des idées. Faut savoir que Sophie est la fille du directeur de Bandini, donc c'est-à-dire une écurie adverse. Et si la relation venait à exploser, les conséquences dépasseraient largement le simple scandale. On est un peu sur le schéma relation interdite. Nos deux protagonistes vont vraiment se créer une réelle amitié. On passe d'un friends to lovers à une amitié avec quelques bénéfices et à bien évidemment une jolie relation qui se crée entre eux. Une chose que je ne peux pas du tout contester, c'est à quel point tous les deux ont quand même une certaine alchimie. On voit vraiment qu'ils ont pris le temps d'apprendre à se connaître et vraiment ils se connaissent très très bien. Ils ont vraiment un lien qui est quand même assez spécial. Là où je craignais que cette fameuse liste qui contient certains challenges sexuels, mais pas que, je craignais qu'elle prenne trop de place. En vérité, elle a été quand même assez secondaire. J'ai adoré que cette liste ne soit pas du tout centrale à l'histoire, c'est-à-dire qu'elle intervient vers la moitié du récit. Entre eux, c'est quand même bien plus que juste du sexe. Il y a vraiment une attirance qui est physique mais aussi mentale, ils vont beaucoup s'apporter l'un et l'autre. Là où j'ai eu un petit peu de mal, et c'est pour ça que c'est vraiment pas mon tome préféré, c'est que je trouvais que parfois l'esprit de Liam était un petit peu trop perverti pour moi. Par rapport aux références, à ses pensées internes, etc. J'accrochais un petit peu moins. Et avec son personnage par rapport à ce fameux prologue, je m'attendais vraiment à ce que son côté psychologique soit davantage développé. Au final, je trouve qu'il est quand même très secondaire et je pense que ça m'a manqué un petit peu d'émotion. C'est peut-être ce que je reproche au récit. J'attendais beaucoup plus d'émotion, peut-être même à verser des larmes, et malheureusement ça n'a pas été le cas, donc du coup c'est vraiment pas mon tome préféré, mais pour autant ce n'est pas un mauvais tome. Le dernier roman de ce vlog, c'était du coup le tome 5 de la saga Driven. Honte à moi, je ne suis toujours pas à jour sur les sorties françaises de mon autrice préférée, vraiment, où va le monde? Je suis tellement contente de l'avoir sorti celui-ci, ça faisait des années que je me disais qu'il fallait que je le lise, et ça faisait des années que je ne le lisais pas. Ce roman, il était bien loin de tout ce que j'avais imaginé. Je pense que des 3 romans que j'ai lus pour ce vlog, c'est le roman le plus psychologique. Il était mais tellement intéressant, tellement bouleversant à lire. Cette histoire, on aborde la maladie, ainsi que la thématique de la mort. Je suis ici les 2 meilleurs amis de nos protagonistes principaux de la saga, donc Colton et Riley. Ici, on a donc Addie qui a renoncé à toute relation amoureuse suite au décès assez soudain de sa sœur. Et tout ce qu'elle attend de Beckett, c'est de passer un moment qui va mettre son esprit en pause. Ils vont donc passer une nuit ensemble qui va très bien se passer. Addie va s'efforcer de l'oublier, là où Beckett va lui montrer qu'entre eux c'est très bon et que d'autres choses peuvent peut-être se passer. Mais Addie est plus que déterminée à fuir toute relation amoureuse, mais finira-t-elle par accepter qu'un tel amour rare et unique mérite de prendre quelques risques? C'est une histoire vraiment bouleversante, je pense que c'est le mot que je garderai en tête. Le personnage qui est Addie est tellement touchant, vraiment c'était très compliqué à lire parce que c'est une relation assez compliquée entre nos 2 protagonistes. Parfois on va faire 3 pas en avant et puis 4 pas en arrière. On se sent un peu frustré parce qu'on sent que leur relation elle pourrait très bien marcher. Malheureusement il y a un côté très compliqué, notamment par rapport à Addie. La sœur d'Addie est en vérité décédée du cancer du sein. Addie sait qu'elle peut potentiellement être touchée et elle, clairement, elle a pas envie de faire souffrir qui que ce soit suite à sa potentielle disparition un jour en raison de la maladie. Donc elle préfère s'interdire toute relation amoureuse, comme ça, elle blesse personne. Mais c'est compliqué pour elle parce que cette nuit qu'elle a passée avec Beckett était absolument géniale. Et outre cette fameuse nuit, Beckett est un homme juste génial. Et elle se sent tiraillée parce qu'elle a envie d'essayer quelque chose, mais malheureusement elle se dit non, je veux pas le faire souffrir. Donc elle va malheureusement le repousser. Lui n'a aucune idée de pourquoi il se fait repousser comme ça. Il suppose des choses, mais clairement, il est bien loin de la vérité à chaque fois. Et pour autant, il sent que Addie est une personne qui en vaut la peine, donc il va s'accrocher. Et ce que j'ai adoré dans cette histoire, c'est que clairement, on aborde la thématique de la relation amoureuse avec un potentiel malade et une personne qui subirait de manière indirecte la potentielle maladie de son conjoint. Du coup, il y a vraiment 2 tiraillements que j'adore. C'est-à-dire que le personnage d'Addie va sans cesse répéter à Beckett: je ne veux pas te faire souffrir, je vois comment le mari de ma sœur souffre, je vois comment ma nièce souffre suite au départ de ma sœur. Cette petite qui va grandir sans mère, et moi je ne veux pas potentiellement infliger ça à qui que ce soit. Alors je préfère rester dans mon coin, quitte à être malheureuse, mais au moins comme ça je ne fais souffrir personne. On a Beckett qui est là en mode c'est pas à toi de décider, c'est à moi de choisir si je veux potentiellement souffrir ou non. Si je souffre, et bah tant pis parce que tu en auras valu la peine. Et en fait le discours est super émouvant. La manière aussi dont on aborde le cancer du sein avec la prévention, tout ce que sa sœur a pu vivre avant d'en arriver au décès, l'espoir, le désespoir. Et bravo à mon autrice préférée d'écrire aussi bien parce que c'est un roman absolument
absolument magnifique et je me dis qu'il est sorti mais il y a tellement longtemps. C'est un roman que davantage de personnes devraient lire parce qu'il vaut vraiment le détour. Ce roman, je l'ai noté 4 sur 5. J'aurais pu mettre un peu plus, mais c'est vrai que j'ai parfois trouvé que les scènes intimes faisaient un peu d'ombre au côté psychologique. Pour autant, c'est des scènes intimes qui ont totalement leur pertinence. Savoir aussi que Kay Bomberg fait des scènes qui sont parfois assez longues, donc ça peut donner l'impression qu'il y en a pas mal, alors qu'en vérité, il y en a peut-être 3-4. C'est la seule chose que j'aurais à reprocher à l'histoire, et même ça m'embête de reprocher parce qu'en fait, c'est totalement pertinent. Si vous n'avez toujours pas lu la saga Driven, qu'attendez-vous? Elle vaut vraiment le détour si vous aimez les romances psychologiques avec des personnages bousillés. Alors là, clairement, vous n'allez pas être déçus. Puis c'est Kay Bomberg, je vous invite vraiment à la découvrir. Elle mérite tellement plus de succès. Je l'aime d'amour et je suis tellement contente d'avoir poursuivi la saga. Une chose qui sera faite en 2026, c'est de finir la saga Driven. Comptez sur moi. Le dernier roman que j'ai lu en mars, c'était La femme de ménage, tome 2. Toujours par Freida McFadden. En effet, mon objectif, ça serait vraiment de me mettre à jour sur les sorties de cette autrice. Je dis ça, mais je vous avoue que j'aimerais acheter que les poches parce que je trouve que les poches sont bien plus jolies que les grands formats. J'étais trop impatiente de le lire parce que comme vous avez pu le voir, j'ai absolument adoré le tome 1 et j'étais super curieuse de découvrir la suite. Ce qui me faisait un petit peu peur, c'est que j'ai vu certaines personnes dire une fois que tu as compris comment Freida McFadden fonctionne, c'est assez facile de deviner ses plot twists. Je suis donc ravie de vous annoncer que je ne sais pas comment l'esprit de Freida McFadden fonctionne parce que je me suis encore faite totalement avoir. Dans celui-ci, on suit Millie qui vient d'avoir un nouvel emploi. Pour elle, c'est un peu une chance en or. Elle va donc travailler chez la famille qui se nomme les Garrick. C'est un couple fortuné qui possède un somptueux appartement. Et là-bas, Millie devra faire deux choses, donc le ménage ainsi que les repas. Bien évidemment, avec son œil expert, elle va se rendre compte qu'il y a quand même des petites choses qui sont un petit peu bizarres. Son patron, qui était quand même assez sympa, est en fait de plus en plus d'humeur changeante. Et chose encore plus étrange, sa femme, qui se nomme Wendy, est sans cesse enfermée dans sa chambre. Elle ne sort absolument jamais. Et surtout, Millie ne doit jamais aller la déranger. Millie va donc rester en retrait jusqu'au jour où elle va découvrir du sang sur la robe de chambre de Wendy. Selon Millie, quelque chose se trame dans cet appartement. C'est hors de question pour elle de rester les bras croisés, mais cela pourrait bien se retourner contre elle si elle continue à fouiner dans les secrets des autres. Je pourrais presque vous faire le même avis que pour le tome 1, mais chapitre court, donc hyper addictif, plume hyper fluide, donc on est vraiment dans le même schéma que le tome 1, c'est-à-dire que c'est super addictif, on voit pas les pages défiler, on a encore 3 parties, pareil, on se fait surprendre. Ou alors je suis vraiment naïve, mais personnellement je n'ai rien vu venir. Le récit est quand même très différent du tome 1. Ici on a un volet romantique qu'on n'avait pas dans le tome 1. Et c'est peut-être pour cette raison que celui-ci je le note 4,5 alors que le tome 1 je le note 5 sur 5. En effet ici Millie a une petite relation, je vous laisserai découvrir avec qui, etc. J'avoue que c'est pas le volet de l'histoire qui m'a le plus fasciné et pourtant c'est une fille de romance qui vous dit ça. Hein. Quand vous obtenez toutes les révélations, ce qui est fascinant c'est que tout fait sens. C'est-à-dire qu'on ne laisse aucun détail de côté, on nous explique le pourquoi du comment, qu'est-ce qui fait qu'on en est là. Et à chaque fois je trouve que ça tient totalement la route, donc je suis totalement fan, j'adore le récit. Je trouve que le roman est encore une fois surprenant et j'adore et il me tarde vraiment trop de lire le tome 3. Pour l'instant, petite préférence au 1, mais il me tarde tellement de découvrir la suite, j'ai hâte de vous en reparler. Et enfin, il est temps que je vous présente le seul et unique roman que j'ai lu au mois d'avril, et c'est La Révolte de la Reine par Morgane Moncomble. Sachez que j'ai battu un record personnel, parce que oui, j'ai lu ce roman en 5 semaines, c'est une catastrophe. Vraiment, je rigole, mais je rigole jaune. C'est un roman que j'ai traîné, non pas parce que j'ai pas aimé l'histoire, mais tout simplement parce que je suis épuisée. Le matin dans les transports, je prenais pas du tout le temps de lire, je préférais poursuivre ma nuit. Et le soir, c'est vrai que pour moi, c'est assez dense entre le travail, après j'enchaîne direct avec le sport. Et quand je rentre, je suis juste épuisée, j'ai vraiment pas l'envie de lire, donc du coup, j'ai quasi pas lu. Autant vous dire que ma fameuse résolution de je lis 20 minutes tous les soirs est pas du tout respectée, c'est une catastrophe. Je pense que c'est un roman que vous avez vu de partout, on en parle énormément. J'ai l'impression qu'il y a vraiment deux teams, il y a ceux qui ont adoré et ceux qui n'ont pas aimé. Pour ma part, c'est un roman que j'ai plutôt bien aimé, je pense pas que ce soit mon préféré de Morgane. Pour autant, je l'ai trouvé très sympathique. Je vous fais le résumé, même si pareil, je pense que tout le monde le connaît. Dans cette histoire, on suit donc Acacia qui va se voir endosser un rôle qu'elle n'avait pas prévu d'endosser, c'est-à-dire le rôle de reine de France. Quand elle va débarquer à la cour, elle est très loin de la souveraine qu'il s'imaginait avoir. Pour le peuple, elle va être synonyme d'un nouvel espoir. Et pour la cour, elle va être synonyme de désillusion. La cour s'attendait à avoir une souveraine assez docile, en réalité c'est une vraie rebelle. Et pour certains, elle est fascinante et pour d'autres, elle est absolument scandaleuse. Elle va donc devoir épouser Alexandre d'Arc-Dulis, qui est totalement détesté par ses sujets. Il faut savoir qu'il s'est retrouvé sur le trône suite au décès de son frère. Il est considéré par beaucoup comme l'ennemi du peuple et c'est surtout un roi qui est atteint d'une maladie que beaucoup lui espèrent fatale. Acacia est donc pour lui à la fois une faiblesse et une tentation.
Comment vous dire qu'on n'est pas du tout sur un coup de foudre, on est sur deux personnes qui ne peuvent pas se piffrer et pourtant on sent qu'il y a quand même une attirance, mais c'est comme si vous aviez une attirance pour une personne que vous n'avez pas envie de désirer. Le début de relation est rempli d'affrontements. Dans cette histoire, on est en plein dans la révolution, donc clairement les intérêts de la monarchie sont très menacés et Acacia va très vite devenir la cible idéale. Dans cette histoire, j'ai cru comprendre qu'il y avait un peu de team, il y a celle qui a adoré la première partie et celle qui a adoré la deuxième. Personnellement, j'ai aimé les deux parties, je trouve qu'elles sont quand même très intéressantes. La première partie, elle pose vraiment les bases, c'est un peu la découverte des personnages. C'est vrai qu'Acacia, elle est vraiment rebelle. Pour certains, je peux comprendre qu'elle puisse sembler agaçante, un peu aussi immature. Et surtout assez égoïste comparée à d'autres personnes. Et je peux comprendre, mais j'avoue que je l'ai trouvée en fait attachante dans sa manière d'être. Elle est tellement différente de ce à quoi on aurait pu s'attendre. À côté de ça, on a Alexandre qui essaie quand même un peu de calmer tout ce qui se passe en France. Et on le voit petit à petit s'affaiblir en raison de sa maladie. Donc c'est hyper frustrant parce qu'on se dit mais comment cette histoire va se poursuivre? Cette première partie, elle nous permet de découvrir les personnages, de s'attacher. Et d'ailleurs, on ne s'attache pas uniquement qu'aux personnages principaux. On a aussi des personnages secondaires qui ont vraiment une place très importante, notamment avec Gabriel, le garde d'Acacia, Jeanne qui est la servante d'Acacia, et on a aussi Augustin, si je dis pas de conneries, qui est le chambellan d'Alexandre. C'est vrai que ce noyau de personnages, il est hyper attachant, on les adore et ils ont vraiment une plus-value à l'histoire. J'ai cru comprendre que certains reprochaient le côté historique qui était pas vraiment tant présent que ça. Personnellement, j'irai pas m'engager sur tout ça parce que je suis pas une grande fan de romances historiques. J'ai pas énormément de références, mais le peu que j'ai lu, j'ai passé un bon moment dans l'univers. J'en ressors plutôt convaincue, j'en demandais pas plus, j'en demandais pas moins. La deuxième partie est vraiment synonyme de révélation, là ça n'a plus rien à voir. Peut-être sur ce point où je ressors peut-être un petit peu dubitatif, je sais pas trop quoi en penser. Dernièrement, j'ai visionné la vidéo d'Estelle About Estelle sur tous ses réseaux. C'est une fille que j'adore, je la trouve hyper intéressante, elle a toujours des avis très construits, on voit vraiment qu'elle est passionnée par tout ce qu'elle nous raconte et ça j'adore. Dernièrement, elle a fait une vidéo dans laquelle elle parle en gros des plot twists dans les histoires et notamment de ces fameux plot twists qui en sont pas vraiment, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui nous cachent des informations et quand on nous les balance, on est en mode plot twist, voilà, surprise. Et Estelle disait, est-ce qu'on peut vraiment parler de plot twist? Moi je suis pas très fan de ce schéma, etc. Et c'est vrai que depuis, ça m'a un petit peu fait réfléchir. Et du coup, c'est vrai que dans cette histoire, on a plusieurs révélations de ce type, c'est-à-dire qu'on a des personnages qui nous cachent des choses et qui d'un coup, salut, voilà l'information que j'ai en ma possession et je te l'offre enfin. Je suis pas sûre d'avoir été très convaincue dans l'histoire, ça me donne l'impression d'avoir été un peu trompée et j'ai surtout vu aucun indice. Alors après, ça se trouve, c'est juste moi qui n'ai pas été attentive ou alors j'ai vraiment pas fait gaffe et c'était très bien fait. Mais je pense que ça manquait un peu d'indices pour que j'en vienne à deviner tout ça. Du coup, l'effet de surprise était là, mais je ne sais pas si ça me convainc vraiment, j'en reste assez sceptique. On a ensuite deux intrigues qui se créent au fur et à mesure et je trouve que ça rend le récit plutôt addictif, franchement, ça se lit très très bien. J'avais quand même à chaque fois hâte de savoir ce qui allait se passer, comment le roman allait se finir. Et là, si je dois être tout à fait honnête, pour moi, ce roman, ça aurait dû être une sad end. Compte tenu de l'histoire, de tout ce qui s'y passe, je ne vois pas comment les personnages parviennent à s'en sortir. Attention, je spoil rien, on est en romance, rares sont les récits qui se finissent mal, on a très rarement du suspense sur oh là là, vont-ils finir ensemble ou pas. Mais c'est vrai que pour cette histoire, par rapport à tout ce qui s'y passe, le contexte un peu politique, la révolte du peuple, en fait, je n'aurais tellement pas été étonnée que l'histoire finisse de manière dramatique. Et c'est peut-être bizarre ce que je vais dire, mais je trouve que ça aurait fait totalement sens. Quand j'étais aux 3/4 de l'histoire, clairement je me disais non mais c'est pas possible, ça ne peut pas bien finir, c'est impossible par rapport à tout ce qui s'y passe. Et c'est vrai que sur la fin, ça s'accélère énormément. Et en toute honnêteté, je trouve qu'une fin différente aurait vraiment fait le taf et je trouve que ça aurait été vraiment cohérent par rapport à l'histoire. Je pensais pas dramatique, mais au final, faut croire que je le suis un petit peu. D'un point de vue personnel, j'ai bien aimé celui d'Acacia, je l'ai trouvé intéressante. C'est clair qu'elle change des femmes de l'époque. En effet, c'est peut-être pas réaliste, mais moi j'ai aimé du coup un peu ce changement, cette prise de liberté aussi qui a été faite. En revanche, en fermant le livre, je reste avec beaucoup trop de questions et j'espère très sincèrement qu'on aura d'autres réponses dans la suite de la saga. Normalement, les autres tomes portent sur d'autres personnages, mais de ce que j'ai cru comprendre, on aura quand même quelques révélations, quelques mentions qui seront faites. Donc je croise sincèrement les doigts pour avoir ces fameuses réponses à mes questions. Sinon, je pense que je baisserai un petit peu ma note parce que là, je reste avec trop de suspense par rapport à certains points. Le personnage d'Alexandre, pareil, il est très attachant. Je pense juste que j'aurais peut-être aimé un peu plus d'émotion à travers son histoire et son personnage. Ce que je reproche un petit peu, c'est qu'à mon sens, parfois il se faisait un peu trop marcher dessus par Acacia. J'avais l'impression qu'il se pliait à chaque fois en 4 pour elle. Parfois j'ai peut-être trouvé qu'il était un peu trop doux, un peu trop sympa par rapport à toute la misère qu'elle faisait. J'ai parfois trouvé qu'Alexandre s'effaçait beaucoup trop par rapport à Acacia et je trouvais ça un petit peu dommage. C'est un homme qui est très gentil, il fait énormément de choses pour elle, il est très attentionné et ça j'adore. Je suis quand même assez contente de l'avoir lu, il me tarde de découvrir la suite de la saga, voir si j'aimerais plus ou moins, on verra. Pour ma part, j'ai donc passé un chouette moment, j'ai quelques petits trucs à redire, mais globalement c'était une bonne lecture qu'en vrai je note 3,75 sur 5. Il me tarde de
découvrir la suite de la saga, même si pour l'instant on n'a que très peu d'infos, on sait pas du tout de quoi ça va parler. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis très curieuse. Et voilà les amis, c'est la fin de ce premier update lecture de l'année. N'hésitez pas à me dire combien de romans vous avez lu depuis le début de l'année, si vous avez lu certains des romans que j'ai présentés, si certains romans vous font envie. Initialement, je voulais vous présenter un peu mes achats depuis le début de l'année, vous présenter ma palle pour les mois à venir, mais je pense que la vidéo est bien assez longue, donc je vais m'arrêter là. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec cette vidéo. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Salut!